Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième conférence du séminaire 20 ans de LSH à l'ENS de Lyon, organisée en l'honneur de la création de l'ENS LSH en 2000. Aujourd'hui au programme, enquêter sur les populations empêchées des prisons aux réfugiés par Yasmine Bouaga. Bonjour Yasmine, Bonjour. Merci d'être là. Yasmine est chercheure au CNRS. Elle travaille à la croisée de l'anthropologie, la sociologie et la science politique. Ses travaux s'attachent en priorité à la connaissance des populations éclipsées, dominées, oppressées. La question des réfugiés et des migrants, notamment, l'analyse des réalités carcérales ont retenu toute son attention et donné lieu à ses premières publications. Elle a soutenu sa thèse en 2013 sous la direction de Didier Fassin de l'EHESS, Humaniser la peine, ethnographie du traitement pénal en maison d'arrêt. Le théorique et le pratique sont au cœur de l'attention des travaux de Yasmine Bouaga. Yasmine Bouaga, c'est aussi une chercheuse engagée qui a à cœur de sensibiliser à ses travaux par des modes d'expression larges et créatifs, dont la bande dessinée. Vous avez été lauréate en 2020 du prix Recherche de la Fondation Croix-Rouge française et vous avez été élue au printemps dernier maire du 1er arrondissement de Lyon. Aujourd'hui, vous nous faites le plaisir de nous donner ce séminaire. Merci beaucoup. À l'issue de la présentation de Yasmine, vous pourrez dialoguer avec elle en posant des questions sur le chat, dont l'adresse est sur la page d'accueil de la projection. Et vous pourrez aussi voter pour les questions posées par les autres auditeurs. Avant de vous laisser la parole, je tiens à vous rappeler le prochain séminaire qui aura lieu le 25 février prochain sur les questions de genre données par Christine Détré. Yasmine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors tout d'abord, je tiens beaucoup à remercier l'ENS de Lyon de sa confiance et de m'avoir donné cette carte blanche qui est un exercice difficile pour lequel j'ai choisi de retracer un parcours intellectuel à la fois pour montrer la mise en cohérence progressive de différents éléments, différents morceaux d'un puzzle de recherche qui s'est nourri de rencontres avec des contributions essentielles dans des collectifs de recherche, des échanges au cours d'enseignement, des partenariats associatifs ou institutionnels. Donc ce que je voudrais montrer, c'est que loin de l'idée d'un savoir qui se constituerait à l'écart de la société, j'entends montrer comment les questionnements vont se nourrir de ces rencontres, comment le savoir sur la société se nourrit d'engagement dans la société, comment l'étonnement à l'origine de l'enquête peut surgir de problématisations politiques, d'échanges formels et informels. À la frontière, comme vous l'avez dit, de la sociologie, de l'anthropologie et de la science politique, je présente un parcours d'enquête sur des populations empêchées qui font l'objet d'interventions législatives, de plaidoyers associatifs, de reportages journalistiques, etc. On peut penser bien sûr à la loi pénitentiaire, au scandale des prisons, à la loi asile et immigration, à la crise des réfugiés. Ce sont des sujets chauds qui interrogent les cadres moraux et politiques de nos sociétés dans les manières de punir, d'accueillir, d'exclure, d'insérer. Le fil rouge est celui du droit et de son encastrement dans les rapports sociaux. Je vais enlever le masque pour être davantage comprise et compréhensible. Et donc, dans cette présentation, ce que je voudrais montrer, c'est comment, à mon sens, l'enjeu des sciences sociales, plutôt que de présenter une théorie surplombante, sera au contraire d'assumer un regard terre-à-terre et concret. Ainsi, il s'agit d'incarner un questionnement sur le droit, l'incarner dans des acteurs sociaux qui agissent, interagissent, qui décident, qui subissent, qui jugent, qui rusent, ce qui peut se faire dans des institutions comme l'ENS de Lyon, qui est un lieu hospitalier pour la recherche, pour l'enseignement, pour l'engagement dans la cité.
La période de crise sanitaire que nous traversons actuellement est un vrai danger pour cette démarche intellectuelle que je vais décrire et qui est faite de pollinisation croisée dans ces rencontres. Et vraiment, une fois encore, je remercie l'ENS de Lyon de maintenir malgré tout ces espaces d'activité et d'échange. Et j'espère que les personnes qui peuvent assister à cette visioconférence pourront aussi participer et interagir à travers le chat. Donc tout d'abord, mon parcours de recherche a été fait, comme de nombreux autres, d'hésitation et de doutes d'à côté. Je voulais tout d'abord mentionner que si dans le cours de ma thèse, j'ai pu persévérer et mener à terme le travail, c'est grâce aux conditions matérielles et intellectuelles exceptionnelles dont j'ai bénéficié. Donc en premier lieu pour la thèse de 2009 à 2013 avec un contrat doctoral de 3 ans, un lieu de travail à Jourdan, donc c'est le site de sciences sociales de l'ENS de Paris, une insertion dans un collectif de recherche, celui du programme vers une anthropologie morale critique qui a été dirigé par Didier Fassin et soutenu par le Conseil européen de la recherche et qui a financé notamment l'année de rédaction. Sur le plan intellectuel, ce programme a conféré à mon travail des inflexions spécifiques en l'inscrivant dans une réflexion collective sur les modes de traitement de la précarité dans différents types d'institutions étatiques, une réflexion qui mettait l'accent sur les enjeux moraux de ces traitements institutionnels. Lorsque j'ai commencé l'enquête en maison d'arrêt, j'étais intriguée par la prégnance du discours des droits porté par l'administration pénitentiaire. Dans le premier établissement que j'ai enquêté, le directeur avait la réputation de tenir d'une main de fer sa prison de 2000 détenus et il m'entretient de son souci d'assurer la sécurité dans le respect des droits de l'homme, soulignant l'importance des progrès réalisés pour humaniser la prison, la place reconnue au service de droit commun en matière sanitaire et sociale, le rôle croissant auprès des détenus, des avocats, des associations d'aide juridique, le respect des standards internationaux, validés même par des certifications qualité, le contrôle des juges administratifs sur la prison. J'avais bien sûr à l'esprit les travaux de Foucault et notamment sa magistrale démonstration dans Surveiller et punir, de ce que les discours humanistes, réformistes, bien intentionnés, ont toujours accompagné des transformations de l'institution carcérale sans jamais remettre en cause sa structure de pouvoir. Donc on pouvait d'emblée avoir un certain regard un peu dubitatif sur la réalité de ces discours. Et à la même période où s'affirmait à travers la loi pénitentiaire de 2009 un engagement au respect des règles pénitentiaires européennes, à la vocation de réinsertion de la prison, on voyait le nombre de personnes incarcérées qui ne cessait d'augmenter. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce graphique qui a été réalisé par Annie Kensey, qui était statisticienne à l'administration pénitentiaire. Et on voit bien à travers ce graphique que malgré la diffusion d'alternatives à l'incarcération, il y a une augmentation de la population incarcérée, avec aussi les effets des peines planchées, de politiques musclées de lutte contre la délinquance, qui ont produit une telle inflation de la population incarcérée qu'elle atteignait presque, en 2015, le record de 70 000 personnes. Alors, je me demandais quel sens donner à la pénétration du droit en prison, si l'emprise de l'institution semblait toujours plus forte. Sans perdre de vue ce cadre macro-politique, comment est-ce qu'on pouvait penser les dispositifs locaux, leurs usages ? J'ai voulu alors voir ce que signifiait cette entrée du droit en prison, non pas à l'aune de ses résultats, mais à l'aune de ses pratiques, voir ce que le droit fait à la prison et ce que la prison fait au droit. J'ai pu observer pendant 7 mois le quotidien de 2 maisons d'arrêt de région parisienne. C'était le résultat d'opportunités parce que c'était des établissements qui ont autorisé l'enquête. Ils étaient différents par leur taille, par leur architecture, par leur histoire, mais posaient des problèmes similaires dans la gestion des flux de détenus et la prise en charge de populations précaires. Les plus pauvres, éloignés du marché du travail, parmi lesquels une forte proportion d'étrangers. Les maisons d'arrêt, et celles-ci en particulier, ne sont pas représentatives de l'ensemble du système carcéral. Elles vont concerner les personnes en attente de jugement ou condamnées à une peine inférieure à 2 ans de prison. Mais de ce fait, elles vont concerner la majorité des personnes incarcérées et elles vont concentrer les dysfonctionnements de l'administration pénitentiaire. Je n'ai pas mis l'accent sur la comparaison des établissements, j'ai évité de les nommer par leur appellation véritable parce que je voulais que ces descriptions localisées résonnent non pas comme des dénonciations, mais comme des éléments de compréhension de phénomènes transversaux à l'institution.
Cet effort de transversalité, je l'ai mis en œuvre dans l'enquête en observant différents sites. L'accueil des détenus arrivants, les entretiens de suivi avec les conseillers pénitentiaires, les commissions de discipline ou d'indigence, les permanences d'associations qui font l'accès au droit, les débats contradictoires d'aménagement des peines. Et j'ai ainsi tenté de reconstituer le parcours du détenu dans l'institution, de saisir les multiples acteurs et logiques qui produisent le traitement pénal. Je ne l'ai pas précisé, mais il s'agissait de prisons pour hommes, comme la très grande majorité des établissements pénitentiaires en France. J'ai en particulier adopté pour base dans mes enquêtes les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et je m'intéressais à un aspect qui était encore peu étudié de l'institution carcérale. Je m'y suis intéressée en particulier parce que je donnais à ce moment-là des cours au département carrière sociale de l'IUT de Bobigny, ce qui m'avait amené à m'interroger sur les mutations du travail social. Et sur le terrain carcéral, ces mutations posaient la question des relations entre la prison et la justice. En effet, avec le développement d'une politique d'aménagement des peines, que la réforme pénale en cours, la réforme pénale réalisée avec la loi Taubira a visé à intensifier, ces conseillers d'insertion et de probation, ils ont changé de rôle et de statut dans la prison. Ils étaient initialement plutôt des travailleurs sociaux, main gauche de l'État, avec une mission d'adoucir à la marge les conditions d'existence des prisonniers par des activités socio-éducatives. On le voit avec l'image de recrutement de l'administration pénitentiaire qui présente un visage souriant de jeunes femmes, qui n'est pas exactement l'image qu'on associe à l'administration pénitentiaire d'ordinaire. Et ces travailleurs sociaux, ils sont devenus progressivement des auxiliaires des juges d'application des peines en charge de rédiger des rapports sur le comportement, sur le profil socio-criminologique des condamnés, de les évaluer en vue d'ajuster la peine, de l'ajuster à la capacité de réinsertion des condamnés, leur capacité à convaincre qu'ils peuvent trouver un travail, qu'ils peuvent ne pas récidiver, et donc on peut leur faire confiance pour sortir de façon anticipée de la prison. Cette évolution de ce métier de conseiller d'insertion et de probation était valorisante sur un plan statutaire, puisqu'elle inscrivait les professionnels dans le champ prestigieux du droit, plutôt que dans celui plutôt dévalué du social. Mais cette évolution, elle provoquait aussi des vives tensions au sein des services, interrogeant quel est le métier lorsqu'on ne dispose pas en fait des moyens d'accompagner à la réinsertion, qu'on n'a pas de travail à offrir, par exemple, aux personnes faiblement qualifiées qui sont en plus stigmatisées parce que incarcérées. Est-ce que, de ce fait, il s'agit simplement de faire le tri entre ceux des détenus qui présentent des garanties socio-économiques, donc qui viennent d'un milieu un peu moins défavorisé, d'une part, et puis, d'autre part, ceux pour lesquels on ne peut rien faire. On peut se demander aussi s'il s'agissait d'envisager le rapport aux condamnés non plus sous l'angle de potentiel de ressources, de capacités, mais sous l'angle de risques à évaluer, des risques de récidive, dont on pourrait aussi établir une grille. On pourrait standardiser une évaluation dans un diagnostic criminologique. C'était tous ces questionnements qui traversaient alors la prison et en particulier ce métier de conseiller d'insertion et de probation qui s'accompagnait de ce fait d'un impensé anthropologique, celui du positionnement éthique face aux détenus et de la théorie sociale que ce positionnement reflète. La création au sein de mon labo de recherche d'un collectif de doctorants et doctorantes travaillant sur ce type d'institutions, divers types d'institutions, justement la prison, mais aussi d'autres types d'institutions comme les établissements hospitaliers pour les personnes âgées dépendantes. Ce groupe de recherche qu'on a appelé Traitement et contraintes a permis de croiser les regards sur ce que nous appelions justement des traitements et des contraintes, des manières d'imposer des formes de restriction, de coercition aux personnes et des manières d'essayer d'amender, d'améliorer leur situation, que ce soit leur situation sanitaire ou morale. Ces croisements de regards permettaient d'interroger des similitudes dans les microtechniques, par exemple le fait de fermer les portes, d'imposer des horaires, et également des similitudes dans les débats moraux, par exemple les scandales sur des mauvais traitements, et en réaction des codes de déontologie, de bonnes pratiques qui se diffusaient dans ces différentes institutions. Je me suis de ce fait toujours efforcée d'ancrer la recherche dans des données ethnographiques et je me suis attachée pendant l'enquête à des situations concrètes d'interaction.
ce que j'ai voulu montrer par des descriptions du quotidien en prison, pour voir comment l'institution est produite dans son fonctionnement effectif par des rencontres entre des individus qui ont des trajectoires et des positions différentes au sein de l'institution. Les agents de l'institution répondent à des prescriptions d'en haut qui sont énoncées à travers des textes de loi, des circulaires, divers modes de traduction des politiques publiques, mais ils sont aussi confrontés au quotidien à des contraintes et des problèmes divers qui sont liés à l'organisation du travail, à des rapports de force, de concurrence ou de domination, à des dilemmes qui sont nés d'injonctions contradictoires ou aussi du face-à-face avec des publics particulièrement précaires aux besoins desquels ils n'ont pas les moyens de répondre. Par exemple, des sans domicile fixe toxicomanes pour lesquels on ne pouvait pas mettre en place de modalités d'aménagement de peine puisque rien ne pouvait garantir ne serait-ce que leur survie, même en dehors de l'institution carcérale. Et ainsi, un juge d'application des peines, lui-même militant en faveur des peines alternatives à l'incarcération, m'expliquait comment il avait, dans son parcours professionnel, agi en faveur d'une évolution de la loi pour permettre des libérations anticipées par ces aménagements de peine, donc bracelet électronique, libération conditionnelle, etc. Et ce, dans un esprit de justice sociale, mais qu'il était confronté aux difficultés d'application dans son métier de juge, m'expliquant qu'on ne peut pas être dans un traitement égalitaire de l'aménagement de peine, de la préparation à la sortie, puisque les détenus qui sont dans une grande précarité ne vont pas d'eux-mêmes prendre l'initiative. Ils sont, je le cite, dans des spirales d'échecs, c'est très difficile de les motiver, ils partent de tellement loin. Et on voit ainsi comment certains acteurs du terrain sont producteurs d'un discours critique sur l'institution pénale et ses effets sociaux, sur la surpénalisation d'hommes issus des minorités, plus faiblement diplômés que la moyenne, en précarité d'emploi, parfois en précarité de logement, précarité familiale, et que ces mêmes acteurs de l'institution, à différents niveaux, participent aussi à reproduire ces inégalités et ces traitements différenciés. Il m'apparaissait ainsi qu'en dépit de l'apparente uniformisation des conditions dans le cadre carcéral et en dépit du développement d'une politique d'accès aux droits, tous les détenus n'avaient pas les mêmes possibilités de mobiliser le langage juridique ou simplement même de comprendre les décisions qui les concernaient. Ainsi, beaucoup formulaient leur mal-être, comme avec ces termes « on nous traite comme des chiens », qui renvoyaient pas en général à des mauvais traitements physiques, qui peuvent exister aussi, mais ce n'était pas ce qui était dénoncé la plupart du temps dans ces termes. C'était plutôt un sentiment d'impuissance et d'aliénation face à une bureaucratie perçue comme ésotérique. On avait là des profanes brutalement plongés dans un univers juridique hyper spécialisé et des prisonniers qui avaient donc des rapports conflictuels, ambigus avec le droit en prison. Le droit qui est ce qui les a condamnés d'avance et en même temps un instrument de défense de ces intérêts auxquels on est forcé de recourir pour avoir un parloir, c'est-à-dire pour que la famille puisse rendre visite, pour avoir une libération anticipée, pour une diversité de choses du quotidien aussi en détention. La question des politiques publiques de l'accès aux droits et de l'affirmation des droits subjectifs des détenus en prison, la garantie de leur inclusion dans les droits humains, pouvait ainsi s'envisager sans tenir compte des expériences individuelles différentes qui avaient façonné des rapports spécifiques aux institutions, des rapports de familiarité, de rejet, et des compétences inégales, comme je l'ai montré avec des cas de détenus dont j'ai retracé le parcours de décrochage scolaire, de rupture familiale, d'engrenage délinquant et de toxicomanie. Ces inégalités face aux droits qu'on observe dans différents contextes institutionnels, dans de multiples administrations de services publics, elles prennent en prison une tournure paroxystique. Non seulement parce que la prison, elle est pour les prisonniers une administration dans laquelle ils sont condamnés à vivre jour et nuit, mais aussi parce que la prison, elle rend visible les effets de sélection du système pénal, la surreprésentation massive, étonnante, de personnes de milieux populaires, hommes, issus des couches les plus défavorisées de la société et qui sont majoritairement dans les établissements étudiés de régions parisiennes, d'origine immigrée, maghrébine, africaine ou d'outre-mer, et pour qui la référence à l'islam pouvait être aussi une ressource identitaire contre un discours universaliste des droits de l'homme qu'ils sentaient ne pas les inclure. C'est dans le cadre intellectuel du programme
vers une anthropologie morale critique que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui était dirigée par Didier Fassin, que j'ai pu construire une formalisation de l'objet de ma recherche sur le traitement pénal et ses enjeux moraux, sur cette question de l'humanisation de la peine. Ça avait un caractère d'évidence, en fait, puisque toutes les réformes que j'observais, depuis la reconnaissance des droits des détenus comme usagers du service public jusqu'au développement des aménagements de peine et alternatives à l'incarcération, elles étaient le produit d'une formulation d'un problème moral de la prison comme indigne, comme une humiliation pour la République. Et le cadre théorique des économies morales m'a permis de mettre en lien le niveau général de la formulation des politiques publiques et le niveau local des interactions en détention, en particulier de comprendre le contenu donné à des expressions données telles que l'individualisation de la peine, le choc carcéral ou le fait de n'avoir rien à faire en prison. Ce concept d'économie morale, il permet de tenir ensemble les deux niveaux justement du sens moral subjectif d'une part et du sens commun institutionnel d'autre part. Il permet de mettre en lumière les circulations entre ces niveaux. Les économies morales, là je cite Didier Fassin dans l'introduction d'un ouvrage collectif issu du programme de recherche dont je parlais. Ces économies morales, elles représentent la production, la circulation, l'appropriation des valeurs, des affects dans un espace social donné. Elles caractérisent donc, pour un moment historique particulier et un monde social spécifique, la manière dont est constituée une question de société à travers des jugements et des sentiments qui définissent ainsi progressivement une sorte de sens commun et d'appréhension collective du problème. Cette approche n'oppose pas le local et le général comme le fait son abstraction, mais plutôt comme des lieux différents de l'expérience sociale. Par exemple, le lieu de travail et le débat public, où les valeurs et les sentiments moraux sont produits et entre lesquels ils circulent. Elle permet ainsi d'articuler une ethnographie de l'institution et une sociologie des problèmes publics, le niveau des pratiques et le niveau des discours, le niveau resserré des interactions locales et le niveau élargi du politique. Ce cadre théorique, qui est un cadre théorique souple, il permet de dégager une intelligibilité des faits sociaux sans imposer une lecture rigide ou systématisante. Méthodologiquement, ça a impliqué une attention aux expressions de la morale, non pas seulement dans les discours officiels de l'administration pénitentiaire, s'engageant au respect de l'état de droit, de la dignité humaine, mais aussi dans les interactions locales, dans les sentiments de pitié, de réprobation, qui pouvaient apparaître au cours des moments plus ou moins formalisés de jugement au sein de l'institution. Donc comment, par exemple, une vulnérabilité particulière peut justifier d'obtenir une réduction de la peine ou un aménagement spécifique, l'attribution d'une aide pour les indigents, etc. Dans les objets également, voir ce qui va cristalliser, par exemple, autour d'un téléphone portable en détention, des enjeux moraux et politiques autour du contournement des contrôles, de la sécurité, de la surveillance, mais aussi cette question du téléphone, plus ou moins tolérée parfois comme un outil de lien avec les proches. Voir ce qui se joue dans l'accès aux biens de consommation. Biens de consommation dans les cantines, qui sont ces modes de commande par correspondance des biens de consommation courantes, qui permettent d'un peu normaliser le quotidien en détention et qui sont toujours pris entre les enjeux sécuritaires et les marqueurs punitifs de la privation. Cette dimension morale, c'est un apport fondamental du projet collectif à la compréhension des dynamiques institutionnelles que j'ai pu développer dans ce travail. Elle n'est pas exclusive de la prise en compte de logiques genrées ou socialement situées, mais au contraire, elle intègre ces multiples dimensions de l'expérience sociale. Surtout, elle a permis de dégager le sens social, anthropologique de ce que les juristes peuvent décrire sous le terme technique de juridicisation de l'espace carcéral, ou la formule parfois plus enthousiaste de révolution des droits en prison. On voit en effet que la pénétration réelle du droit en prison, non pas seulement au sens ordinaire des procédures qui organisent l'administration, et a fortiori une administration relevant du judiciaire, mais également dans le sens moderne des droits subjectifs, comme ce qui garantit l'inclusion citoyenne et limiter l'exercice de la puissance publique sur les individus. La pénétration de ces droits subjectifs est multiforme. Elle se traduit par la prise en compte du détenu comme une personne opposable à l'administration,
Le détenu peut être victime de la prison, celle-ci doit le protéger, le considérer dans sa vulnérabilité. Elle se traduit aussi par la prise en compte du détenu comme une personne responsable, capable de faire des choix dans son parcours de peine, lequel est de plus en plus envisagé comme une relation contractuelle entre l'administration et le condamné. Cette pénétration des droits subjectifs change donc la conception de ce qui doit être le pouvoir en détention. Certes, il doit garantir l'ordre, la sécurité, mais un bon pouvoir doit être incitatif plutôt que coercitif. Ce qui, vous le sentez bien, est inévitablement en contradiction avec le cadre carcéral contraignant, avec la surpopulation, avec la gestion de masse qu'elle entraîne, et avec la violence de cette gestion-là. Surtout lorsque la valorisation de l'autonomie des détenus sert à justifier l'indigence de l'accompagnement social et des situations confinant à l'abandon, décrites parfois par les professionnels eux-mêmes comme une véritable maltraitance institutionnelle. Le fait qu'on ne puisse rien faire pour les situations socialement difficiles, pour les situations de grande précarité. Et ce sont précisément ces tensions, ces conflits, ces reformulations qui offrent matière à l'analyse sociologique. Et donc c'est ce que j'ai voulu développer dans mon ouvrage Humaniser la peine, et également dans les articles que j'ai écrits, comme le temps de punir qui est paru dans la revue Terrain. Et je me suis ainsi efforcée dans ce travail de restituer des nuances qui sont ancrées dans l'empirie, dans les pratiques des agents de l'institution, en tenant compte des intérêts des champs professionnels, comme des enjeux moraux, des habitus, comme des choix de positionnement politique, des intentions comme des compromis aux contraintes du réel. Il s'agissait ainsi de mettre en lumière non pas une direction sous-jacente qui serait cohérente, une sorte de plan caché de la prison qu'on pourrait dévoiler, mais plutôt de montrer qu'il y a des zones de malaise telles qu'on peut les retrouver dans d'autres contextes d'enfermement, l'hôpital psychiatrique ou dans d'autres situations où des administrations ont affaire à des populations à la fois déviantes et vulnérables. Le résultat est bien sûr moins fort que l'analyse foucaldienne des mutations séculaires de la pénalité, mais modestement, je voudrais en revendiquer l'utilité, à la fois intellectuelle et pratique. L'utilité parce que cette approche ethnographique, elle présente des intérêts majeurs. D'une part, comprendre comment l'institution carcérale, dans son fonctionnement quotidien, ne relève pas uniquement de l'état pénal, qu'il y a aussi du social, qu'il y a du médical, même si il est toujours en tension, en conflit, et même si, de toute évidence, cette prison, elle est en premier lieu une traduction des politiques punitives et aussi d'une violence exercée par l'État dans son action de punir. L'autre intérêt de l'approche ethnographique, c'est de comprendre comment il y a une évolution aussi de cette institution qui n'est pas une évolution majeure, même si il y a de grandes ambitions dans les réformes telles qu'elles sont présentées dans les projets législatifs. Mais il y a des petites évolutions dans des déplacements professionnels, dans des changements d'identité de ces professionnels, de leur formation, de leur culture, de leur identification plutôt au domaine du répressif, du social, du juridique. Une même institution, elle peut ainsi être traversée de tensions contradictoires, de tendances réformatrices, de pressions conservatrices, de logiques d'humanisation par le droit et de durcissement sécuritaire. Non seulement les politiques publiques ont des orientations multiples, mais les agents qui les mettent en œuvre leur donnent une coloration et une intensité particulière en fonction de leurs dispositions et de subjectivité propre. Il y a ainsi un champ de confrontation plutôt qu'un plan univoque et monolithique. Et cette démarche, elle a justement l'ambition de sortir d'une vision qui serait trop essentialiste et monolithique de l'État. Et il ne s'agissait pas du tout d'aller vers une défense d'une vision trop individualiste du social, mais de voir comment il y a des structures, mais que ces structures vont être prises en tension et que la question sociale sera au cœur de ces tensions et de ce champ de confrontation dans les institutions publiques et dans le champ de l'action publique. Et c'est ce qui va se jouer dans les enjeux des rapports entre les institutions étatiques et leur public, que là j'ai étudié sur la prison et que par la suite j'ai étudié dans le domaine des migrations.
À la suite de ce travail de thèse, je suis arrivée à l'ENS de Lyon comme chargée de recherche au CNRS en section 40, donc sur politique, pouvoir, organisation, et dans le laboratoire Triangle, qui est donc un laboratoire pluridisciplinaire qui travaille sur le politique. Ce qui me permettait, par cet ancrage interdisciplinaire, de poursuivre un parcours de recherche en sciences sociales sans trop se focaliser sur des frontières entre la sociologie, l'anthropologie, la science politique, frontières qui me semblaient assez artificielles, d'autant plus que suivant les objets, c'est bien plus les enjeux de méthode qui allaient distinguer les approches plutôt que l'ancrage disciplinaire proprement dit. Mon programme de recherche présenté pour le CNRS visait une sociologie comparée de la punition et prenait pour objet le processus social de mise en réforme de la justice pénale et de la prison dans le cadre de transitions politiques, moments qui sont envisagés comme des périodes privilégiées d'observation des controverses sur le pouvoir régalien de punir, des circulations de standards et de bonnes pratiques en la matière, de la formulation d'utopies pénales dans des contextes sécuritaires souvent tendus. En somme, il s'agissait d'internationaliser le questionnement, de l'internationaliser dans un espace intellectuel ouvert sur le monde, avec des anthropologues comme Frédéric Lemarcy, dont je vais reparler, des sociologues comme Laurence Rouleau-Berger, qui va intervenir également dans ce séminaire, et qui s'est consacré à cet enjeu épistémologique du déplacement du regard, questionnant nos catégories conceptuelles d'appréhension du social. Également une internationalisation du questionnement avec des politistes de Lyon 2, de Sciences Po Lyon, qui ont des expériences riches sur des terrains variés et qui fait tout le dynamisme de ce laboratoire Triangle. Et c'est en particulier au sein du programme de recherche Économie de la peine et de la prison en Afrique, ECOPAF, que j'ai développé cette deuxième enquête. Ce programme, financé par l'Agence nationale de la recherche, était dirigé donc par Frédéric Lemarcy, anthropologue à l'ENS, et Marie Morel, géographe à Paris, qui réunissait donc des chercheurs, des chercheuses de différentes disciplines des sciences sociales, anthropologie, géographie, histoire, sciences politiques, sociologie, pour étudier le fait carcéral sur un continent relativement oublié de ces recherches, alors même que les travaux sur la prison connaissaient un développement important. J'ai choisi comme terrain d'enquête la Tunisie de l'après Ben Ali, puisque en 2011, à la suite de la chute du régime dictatorial, une forte activité menée par des organisations internationales, des ONG, des acteurs locaux des droits humains, a visé à réformer l'institution carcérale, qui était un symbole de la dictature et de ses abus. J'ai enquêté sur le processus de mise en réforme, sur ces acteurs, dont un certain nombre étaient issus de mon terrain en France et intervenaient comme experts, notamment dans le cadre de la coopération européenne. Et j'ai enquêté aussi sur les langages et les pratiques de la mise en réforme. Là aussi par une enquête de terrain, qui cette fois s'est avérée un peu plus difficile en raison d'un contexte politique incertain, de multiples changements de gouvernement, de problématiques terroristes, etc. Et je ne vais pas développer aujourd'hui sur cette enquête-là, qui a fait l'objet de plusieurs publications, dont un article sur les passeurs de murs, donc tous ces réformateurs, les grands experts, mais aussi les petites mains des changements modestes. Donc un article qui est paru dans Politique africaine. Et je signale aussi l'ouvrage à paraître, Prison du monde, qui sera aux éditions de l'ENS l'année prochaine. Ce collectif de recherche, qui était basé en partie donc à Paris et à l'ENS de Lyon, a permis des échanges importants sur l'étude des institutions, les aires culturelles, le questionnement des spécificités du punir en Afrique, notamment la prédominance de l'enfermement collectif, la persistance forte d'un enfermement politique, mais aussi surtout sur les circulations à travers des politiques de droits humains, de santé publique, de sécurité. L'institution carcérale est devenue récemment un improbable terrain d'intervention des politiques de développement au nom de la bonne gouvernance, de la mise à niveau des institutions aux normes internationales, et de ce fait, elle pouvait se comparer à d'autres institutions et dispositifs d'intervention sociale. C'est ce que nous avons essayé de faire avec Frédéric Lemarcy dans le séminaire Enfermement tenu à l'ENS de Lyon pendant 3 ans et qui s'est nourri des échanges nombreux avec les étudiantes et étudiants de l'école, également les étudiants et étudiantes de Lyon 2.
ainsi qu'avec l'organisation Prison Insider, qui était partenaire de ce séminaire. Cette ONG qui a été fondée à Lyon par Bernard Bolz pour diffuser de l'information sur les prisons dans le monde, a aussi développé des outils de comparaison, donné à entendre des témoignages et joué un rôle important dans le lien entre nos recherches et la cité. Un autre dialogue important avec les professionnels et celui qu'on a développé avec les professionnels de la justice et des prisons, auprès de qui nous sommes efforcés de diffuser ce travail avec la réalisation d'un cours en ligne, un MOOC, dont le format est particulièrement adapté pour un public non académique. Donc on visait des étudiants, mais aussi beaucoup des professionnels d'ONG, des professionnels pénitentiaires, des juristes, des médecins intervenant en milieu pénitentiaire. Et donc nous avons collectivement produit ce support qui est accessible en vidéo, en livret et qui est sur le site de Triangle. Je ne vais pas davantage développer parce que je voudrais parler d'un autre volet de mes recherches, celui qui porte sur les migrations. Donc, à partir du mois de février 2016, j'ai engagé un nouveau terrain de recherche suite à une invitation de l'Appel de Calais avec la dessinatrice Lisa Mandel. Donc là, j'en viens à un tout autre volet, toute autre facette de mon travail en sciences sociales. En fait, j'avais déjà depuis plusieurs années engagé un travail de vulgarisation avec une autrice de bande dessinée, Lisa Mandel, avec qui nous avions créé une collection adaptant en bande dessinée des enquêtes sociologiques afin de les rendre accessibles à un large public. Donc cette collection s'appelle Sociorama. Et donc il s'agissait de prendre des enquêtes déjà réalisées et de les transposer en dessin pour que ce soit plus diffusé, plus appropriable par un public non académique. À la suite de cette collaboration, enfin pendant cette collaboration plutôt, nous avons décidé d'aller ensemble sur le terrain à Calais en pleine crise des réfugiés. Une crise qui se traduisait par une très forte focalisation politique et médiatique sur un lieu marqué par la mise en attente dans la plus grande précarité de personnes bloquées à la frontière. Ce travail a pris la forme d'une action pédagogique auprès du grand public à travers le blog. Donc, vous avez vu l'image à l'instant, un blog publié sur lemonde.fr et qui a donné lieu ensuite à un album publié chez Casterman, dans lequel on retrace sous forme de chronique une enquête en train de se faire sur cette question de la, entre guillemets, crise migratoire dans le Calaisis. Si je dis entre guillemets, c'est qu'il était bien sûr question de déconstruire ce discours de la crise et comprendre qu'est-ce qui faisait une situation critique en France avec en tout et pour tout 10 000 personnes au grand maximum à Calais, ce qui était énorme pour la petite ville de Calais, ce qui était relativement peu pour la France, surtout si on compare aux pays qui d'ordinaire accueillent les réfugiés dans les zones limitrophes dans les pays limitrophes des zones de conflit, où on parle plutôt de centaines de milliers de personnes. Donc ce qui avait fait crise, c'était les politiques publiques de la répression et de l'accueil, leurs atermoiements aussi, la reconfiguration d'interventions associatives, professionnelles et bénévoles qui aussi cherchaient à attirer l'attention et à souligner la gravité de la situation sanitaire, notamment à Calais, et l'émergence d'organisations politiques des migrants au sein du bidonville et leur capacité aussi à porter une voix pour demander aussi le respect de leurs droits et notamment du droit d'asile. Donc dans ce travail que j'ai initialement commencé comme une chronique journalistique, j'ai développé progressivement une enquête ethnographique pour laquelle je me suis intéressée particulièrement à la qualification du lieu, à cette jungle, ce camp de réfugiés. Et il se trouve qu'on me suggérait très souvent une comparaison entre la prison et le camp de réfugiés. Et je résistais fortement à cette analyse, disant mais il n'y a rien à voir entre cette jungle de Calais assez fourmillante de diverses initiatives
d'entrée et de sortie à la fois de réfugiés, de bénévoles, d'interventions multiples, donc un lieu qui paraissait très très ouvert. Et à l'inverse, la prison dans laquelle j'avais fait une enquête avec énormément de contraintes, une grande difficulté d'accès au terrain, devoir montrer un laissez-passer à chaque fois et attendre aux portes, etc. Cette comparaison, elle était pourtant assez fortement suggérée par un certain nombre de travaux théoriques qui amenaient à pointer des éléments communs. Le travail classique du sociologue Erving Goffman sur les institutions totales, ces lieux qui vont englober la totalité de la vie des personnes en les privant, en les dépersonnalisant de leurs autres identifications sociales. Le fait que un détenu et un réfugié dans un camp de réfugiés vont perdre leurs autres identifications sociales, de boulanger, infirmier, parents, etc. Donc ce travail était extrêmement important et intéressant. Également celui du philosophe Giorgio Agamben qui interrogeait les dispositifs de pouvoir et l'exercice aussi d'un pouvoir d'exception sur les personnes vivant dans ces institutions, dans ces lieux, et notamment sur des réfugiés qui, hors de leur communauté politique, seraient réduits à une vie nue, une simple survie biologique, éventuellement entretenue par des acteurs humanitaires qui, dans le même temps, participent aussi à les priver des droits fondamentaux qui font une vie humaine digne. Donc c'est un regard très critique aussi sur l'action humanitaire. Un regard très critique qu'on retrouve dans un certain nombre de travaux dénonçant le sort des réfugiés. Je pense en particulier à ceux de Michel Agier, des travaux que j'avais étudiés auparavant. Au début de mon parcours, à l'occasion d'un mémoire de philosophie que j'avais fait sur Hannah Arendt et les sans-État, justement sur cette condition des réfugiés. Et également un travail de master de sciences sociales que j'avais réalisé sur un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Et ce que j'avais découvert à cette occasion-là, c'était donc dans cette Syrie d'avant la guerre, en 2005-2006, que ce qu'on appelle un camp, en fait, connaît un processus d'évolution, d'urbanisation, de complexification sociale et politique. Et Michel Agier lui-même le décrit très bien en mobilisant les outils de la sociologie urbaine pour retracer les transformations progressives de ces lieux précaires. Les enquêtes de terrain permettent ainsi de déployer une complexité des rapports de pouvoir dans les camps de réfugiés qui ne sont pas que des lieux de mise à l'écart et de privation, mais aussi des lieux de ressources, de reconstruction identitaire, sociale, politique. Et ce, d'une façon bien différente de l'espace carcéral. Il s'agissait donc pour moi d'interroger une autre modalité de l'empêchement des populations, une autre facette des murs qui sont construits par les catégories juridiques, les dispositifs institutionnels destinés à les appliquer, que ce soit la surveillance des détenus en prison, la surveillance des frontières, pour ce que j'ai pu observer à Calais, et les effets sociaux de ces dispositifs-là. Je l'ai fait donc à travers des travaux développés dans le cadre de l'ANR Babel, dirigé par Michel Agier, pour laquelle je me suis intéressée à la question des différentes formes d'encampement informel et institutionnalisé, et à leur rapport aux politiques publiques. Donc, en m'appuyant, ça a donné lieu à plusieurs travaux, notamment travaux collectifs. Donc, en m'appuyant sur l'enquête de terrain à Calais, j'ai étudié l'hétérogénéité de ce qu'on appelle une jungle, un campement auto-organisé d'un côté et des dispositifs mis en place par l'État de l'autre, avec des contrats auprès d'associations professionnelles, auxquelles se superpose une multiplicité d'interventions bénévoles plus ou moins coordonnées. Les travaux d'anthropologie des camps de réfugiés, mais aussi d'anthropologie des projets de développement, apportent des outils d'analyse féconde de ces rapports entre les pouvoirs qui organisent l'institution de l'État hôte, l'ONG, les organisations internationales, et d'autre part les populations entre guillemets bénéficiaires. Et ces travaux aussi mettent l'accent sur l'importance du rôle d'intermédiaires qui vont traduire, adapter les décisions ou simplement être des porte-parole, des représentants. Je me suis intéressée ainsi à la place des
ceux qu'on avait appelés les community leaders ou les représentants, les relais communautaires, qui étaient des interlocuteurs des ONG censés représenter leur communauté ethnique d'origine, ethnico-nationale, et qui donc étaient devenus des interlocuteurs des ONG et des pouvoirs publics. Et bien qu'en position très précaire et dominée, ils tentaient de négocier l'accès à l'aide, aux services, les conditions d'une demande d'asile en France, les modalités de relogement collectif, la tolérance des échoppes informelles dans le bidonville. Et cela me rappelait les travaux d'anthropologie des subalternes tels que tel que ça a pu être développé notamment dans les travaux en Inde, comme je pense notamment à Politics of the Governed, qui montre comment les populations les plus opprimées ou marginalisées des bidonvilles peuvent aussi avoir ces petites marges d'agir dans lesquelles elles ont des rapports politiques et des rapports de négociation au pouvoir. Et j'ai voulu ainsi développer une ethnographie du politique au ras de la boue qui permet de renouveler des questionnements classiques en sciences politiques sur le pouvoir, sur les formes de légitimation, le fait que ces relais communautaires étaient assez souvent soit des gens plus diplômés que la moyenne, qui parlaient anglais notamment, qui pouvaient donc avoir cette compétence linguistique pour la traduction, ou alors aussi des gens qui avaient une légitimité par leur appartenance familiale tribale, ou une légitimité de respectabilité religieuse. Et donc voilà, ça ramenait à des questionnements classiques sur les formes d'autorité, des questionnements weberiens, qui permettaient aussi d'interroger la genèse d'institutions politiques et la manière dont ça se négocie dans des lieux éphémères que sont ces bidonvilles, ces camps de réfugiés, et qui interrogent la manière dont se recomposent les rapports de pouvoir. Cela permet d'enrichir le questionnement sur l'action publique en l'ancrant dans des dynamiques sociales propres aux administrés. Et donc avec vraiment ce lien entre la politique publique et le politique produit par ceux qui sont sujets de cette politique publique. En interrogeant donc ces effets d'interaction, le positionnement par rapport aux droits et par rapport aux institutions. J'ai participé aussi à d'autres collectifs de recherche, prolongeant l'enquête sous d'autres aspects, notamment sous cet aspect de l'action publique, voir comment les autorités ont organisé une réponse locale ad hoc, un nouveau dispositif d'accueil destiné à vider, entre guillemets, la jungle de Calais, qui a été créé en complément de mesures d'expulsion pour fournir un hébergement inconditionnel avec un dispositif là plus incitatif que coercitif et qui néanmoins traduit une forme particulière d'empêchement puisqu'il s'agissait d'éloigner des personnes migrantes en les entravant dans leur parcours avec cette promesse qu'ils seraient hébergés et peut-être qu'on accéderait à une demande d'asile en France. Donc avec aussi des hésitations, des promesses à demi-mot, à demi-mesure, des hésitations des acteurs publics qui traduisent la manière dont s'improvisent en fait ces réponses. Didier Fassin avait bien montré les tensions au sein de l'économie morale des politiques migratoires en France entre des logiques sécuritaires du contrôle des frontières et des injonctions humanitaires qui sont notamment poussées par les mobilisations citoyennes. Mobilisation citoyenne sur les personnes vulnérables, sur la nécessité d'apporter une protection pour protéger des personnes qui fuient des conflits, protéger des femmes, protéger des enfants, des personnes victimes de violences. À Calais, on avait donc une population qui était stigmatisée et qui, dans le même temps, pouvait répondre à cette, entre guillemets, noble qualification de réfugiés du fait des persécutions dans les pays d'origine et de la mobilisation des acteurs associatifs pour faire reconnaître qu'ils étaient des réfugiés, des potentiels réfugiés. Et cette tension-là rencontre des atermoiements, des improvisations et aussi des concertations inhabituelles qu'il y a eu avec des acteurs qui sont pas d'ordinaire des interlocuteurs légitimes des pouvoirs publics, par exemple des collectifs locaux, des bénévoles sans étiquette associative, des représentants des personnes migrantes.
ça suit un peu je suis en cela les analyses de Lipski et Smith sur les effets du traitement d'un problème social comme une urgence. Il montre que cette temporalité particulière de l'action publique ont des effets sur la transformation des manières de faire, et en particulier la reconnaissance d'acteurs inordinaires comme des partenaires de l'action publique. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer dans un article qui vient de paraître dans la revue européenne des migrations internationales et qui est coordonné par Aisling Gilly, Anouk Flamand et Aude-Claire Fourreau, qui sont respectivement collègues de Triangle et chercheuses à inviter au Collégium de Lyon. Et si je le souligne, c'est précisément parce que ce sont ces échanges intellectuels qui ont permis de développer cette réflexion sur cette action publique et ces temporalités, ce que j'ai appelé les bricolages humanitaires qui ont lieu à Calais. Je voudrais parler enfin d'un autre programme de recherche qui est celui qui s'appelle Liminal et qui est un programme sur les politiques migratoires, leurs pratiques locales et le traitement institutionnel envisagé à travers les langues. Et donc c'est une enquête un programme collectif qui a été dirigé par Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski et Alexandra Galitzine-Lumpe et qui met en lien des anthropologues et des linguistes pour étudier les dispositifs d'accueil. Et donc, moi, j'ai travaillé sur le centre de premier accueil de la Porte de la Chapelle à Paris en 2018 et sur la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à Lyon en 2019 avec donc cette attention spécifique aux langues et à leurs usages. Et l'un des objectifs du programme, qui est toujours en cours, c'est de constituer un lexique du vocabulaire de la migration, répertoriant les termes entendus sur le terrain pour parler de la migration et des parcours administratifs. Ce travail fait écho à un travail de l'équipe Rémilas qui utilise les outils de la sociolinguistique pour étudier l'accès à la santé des personnes migrantes. Et c'est un travail, Rémilas, qui est porté à l'ENS de Lyon par Véronique Traverso et Patricia Lambert notamment. Et dans Liminal, l'enjeu, c'était toujours pour raccrocher à la question du droit, de voir comment les manières d'exprimer ce qu'on comprend de la procédure, les différentes formes d'argot de la migration, vont permettre de donner accès à la compréhension du droit par les personnes. En quelque sorte, c'est une nouvelle approche de ce courant des Legal Consciousness Studies, qui est un courant de sociologie nord-américaine, s'intéressant à la manière dont les personnes perçoivent et comprennent la loi et les administrations, même les personnes qui peuvent en être éloignées, et comment dans une interaction de guichet ou dans les petits litiges du quotidien, elles peuvent quelle est leur conscience et leur compréhension du droit, et passer par l'argot de la migration, ça permettait justement d'accéder à cette compréhension du point de vue des personnes migrantes sur les politiques en France, notamment. J'ai fait un travail sur le terme désignant les empreintes digitales, Bassamat, qui en sont venus à résumer la demande d'asile en préfecture et ses obstacles, puisque c'est le fait de déposer ces empreintes qui va initier la procédure de la demande d'asile, mais qui va aussi signifier le possible empêchement de cette procédure si on est déjà enregistré dans la base, du fait du partage de données entre pays européens et de l'interdiction de déposer une demande d'asile dans plusieurs pays européens. Tout ce travail, il s'est nourri indissociablement des échanges avec les étudiantes et étudiants de l'ENS de Lyon, en particulier au sein d'un cours que j'ai donné, que je donne toujours ici, qui est le cours Migration forcée, et aussi des mémoires de recherche que j'accompagne, et des échanges avec les bénévoles de l'association Itinérance, qui est donc une association étudiante qui donne des cours de français langue étrangère à l'école. Et je tiens à souligner en particulier l'importance du laboratoire junior Mouvance, qui a été particulièrement dynamique dans l'animation de la recherche sur les migrations à l'ENS de Lyon et qui a produit des travaux très stimulants, et notamment aussi sur ces questions de lexique, de vocabulaire.
Enfin, un dernier collectif de recherche que je veux mentionner, c'est ce travail qui est en cours sur les mineurs étrangers isolés et qui est un travail mené à l'Institut Convergence Migration, qui est un institut ombrelle qui est basé à Paris, mais qui a vocation à fédérer en fait l'ensemble des chercheurs travaillant sur les questions de migration en France, mais un peu plus largement, au moins dans l'espace francophone, et qui permet aussi d'initier des programmes de recherche collectifs, comme ce programme MINA 93, donc sur les mineurs non accompagnés en Seine-Saint-Denis, donc un programme en lien avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, dans lequel nous interrogeons en fait cette question des mineurs non accompagnés qui est devenue un sujet important du débat public, avec l'augmentation rapide du nombre de personnes concernées et la gravité des enjeux de la prise en charge de ces jeunes, à la fois enjeux de protection des personnes vulnérables, enjeux aussi très politisés de politique migratoire, de répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, et ce qui va se traduire localement dans des réagencements professionnels, des tensions institutionnelles et des expériences contrastées des jeunes. Donc c'est ce que nous sommes en train de travailler dans ce programme de recherche collectif. Qui est là très en lien aussi avec les professionnels. Donc nous avons un atelier qui permet aussi de faire à la fois de la formation et du partage d'informations, qui est une modalité originale de faire de la recherche, et surtout d'associer en partenariat les travailleurs sociaux et les agents des institutions aux travaux de recherche sur les institutions étudiées. Et je voudrais, pour conclure, donner un peu des questions et des perspectives sur cette démarche dans laquelle je suis engagée, et pour laquelle j'ai reçu aussi beaucoup de stimulation et d'encouragement au sein de l'ENS de Lyon. Puisque avec cette démarche, j'entends me situer dans une perspective de sociologie ou d'anthropologie publique, c'est-à-dire de sciences sociales qui interviennent directement sur et dans le débat public, pour apporter des éléments d'information, une contribution à la compréhension des faits sociaux, un regard critique sur des problématisations qui peuvent être parfois trompeuses, comme j'ai dit pour la crise des réfugiés. Cette dimension, elle est essentielle à mes yeux pour rendre compte de l'utilité sociale de la recherche publique, de sa redevabilité. Et j'envisage cette anthropologie publique non pas comme une prise de position politique, mais comme un exercice de mise à disposition des éléments de compréhension du politique, des éléments factuels, des outils conceptuels qui peuvent autant éclairer l'action publique que l'engagement citoyen. Il s'agit, à mon sens, d'un exercice critique qui est attaché aux contradictions pratiques, à la pluralité des points de vue qui sont ancrés dans des positionnements sociaux, comme je l'ai dit, des trajectoires personnelles, professionnelles différentes. Il ne s'agit pas du tout de donner des recettes, des recommandations, encore moins des assertions définitives, mais parfois simplement d'amener au dialogue par la compréhension de ces multiplicités de points de vue. La question de la prise de position sur des terrains clivés comme les prisons ou les camps de réfugiés, elle a beaucoup interrogé les chercheurs et les chercheuses sur leur méthodologie, sur la qualité des données recueillies, sur la possible ou impossible objectivité des savoirs produits. Howard Becker, par exemple, a produit un très beau texte sur le parti pris de l'enquêteur de terrain dans cet article qui est intitulé « Whose side are we on ?», dans lequel il dit qu'il faut pouvoir assumer de ne pas être neutre afin de pouvoir porter à la connaissance des voix qui, dominées, ne peuvent pas se faire entendre autrement que si le chercheur ou la chercheuse prend parti pour elles, se met dans leur camp. Et ainsi, selon lui, la recherche n'a pas à être épurée de valeur, ce serait hypocrite et trompeur. À l'extrême opposé de cette position, on a parfois des revendications de détachement académique qui ont été portées classiquement par des grands auteurs, notamment de l'anthropologie classique, qui étudiaient des structures de société plutôt que des événements politiques qu'elles traversaient, quitte parfois à passer à côté de moments profondément transformateurs, comme la décolonisation. Et à mon sens, il est possible d'étudier comment se déploie le politique, l'État, le droit, comment il se déploie dans la société en modulant les partis pris de façon à construire des distances critiques
et de construire par cette prise en compte des différents points de vue et une distance critique à ces différents points de vue, construire une autonomie des savoirs. Il s'agit alors de déployer l'enquête dans l'hétérogénéité des acteurs d'un même terrain, entre les lignes opposées, de comprendre les incompréhensions, de comprendre les inconforts. Et c'est à cela aussi que je voudrais appeler la jeune génération de chercheurs et chercheuses. À mon sens, la qualité des travaux ne se trouvera pas dans les concepts explicatifs et définitifs, mais plutôt dans des descriptions fines, attentives, dans l'analyse des liens et des connexions. Et je sais que le master de sciences sociales est très attaché à cela, notamment dans la formation à l'enquête de terrain qui est proposée ici. Et un dernier point, puisque j'interviens aujourd'hui en contradiction avec les principes de Weber de séparation du savant et du politique, puisque je suis passée désormais de l'autre côté. Je suis passée de la description de l'action à l'action elle-même. Il m'a semblé, pour expliquer cela, il m'a semblé nécessaire à un moment donné de consacrer du temps à l'action politique, compte tenu d'une urgence écologique qui met en péril nos existences collectives. Et qui, en quelque sorte, me semblait impossible à traiter dans l'état actuel de ma position de recherche, à traiter sur un plan uniquement scientifique. Et au final, même mes sujets chauds d'actualité me paraissaient passer à côté de l'essentiel des 3 phénomènes majeurs de l'effondrement de la biodiversité, du dérèglement climatique et de l'épuisement des ressources, qui vont amener à des profonds bouleversements de nos organisations sociales et politiques. Et cela, je ne savais pas en fait comment l'étudier. J'y viendrai peut-être à l'avenir. Bruno Latour a notamment des propositions extrêmement stimulantes sur ce sujet. Et pour l'instant, j'ai donc choisi de me consacrer dans l'action, à une échelle modeste mais résolue, comme élu à la ville de Lyon. Et dans ces nouvelles fonctions, j'aimerais pouvoir soutenir le développement hors les murs de l'activité de recherche et justement ces pollinisations croisées des espaces de savoir et des espaces d'action, d'engagement, de faire. Et j'espère bien que cet ancrage que j'ai dans l'ENS de Lyon permettra justement de développer ces pollinisations croisées. Je vous remercie. Beaucoup. Donc, quelques minutes encore, je ne sais pas si vous m'entendez, pour prendre les questions. Il y a une question sur le chat, je vous laisse la découvrir. Comment les politiques publiques en France peuvent-elles s'adapter à ces différences que vous décrivez dans les capacités des communautés, je pense qu'il s'agissait des communautés dans la jungle de Calais, à s'organiser différemment, et comment nos politiques tiennent-elles compte ou pas de celles des autres pays d'accueil et comment évoluent-elles? Alors, c'est une question qui est complexe, celle de la manière dont la politique publique en France peut s'adapter à la capacité des communautés à s'organiser, dans la mesure où la politique publique en France ne reconnaît pas les communautés et précisément les met à distance comme un frein à l'intégration plutôt qu'une modalité d'intégration. C'est là une grande différence avec le monde anglo-saxon. Il y a une enquête très intéressante de Catherine Besteman sur l'intégration de Somaliens bantous dans une petite ville du nord-est des États-Unis. Qui s'appelle, donc cette enquête s'appelle Becoming Refugees, et qui étudie comment ces populations issus d'un milieu rural très très éloigné de la vie moderne et technologique dans laquelle ils arrivent aux États-Unis par des programmes de réinstallation qui vont leur permettre d'échapper aux persécutions qu'ils ont subies en lien avec la guerre civile en Somalie, et comment ces communautés un peu déboussolées dans leur arrivée au nord-est des États-Unis vont parvenir à trouver des moyens de résilience et d'intégration par leur solidarité communautaire. Et donc par le fait qu'elles peuvent, entre elles, s'organiser
par exemple pour la garde des enfants, permettant aux femmes d'aller suivre des cours d'anglais, pour faire des courses en commun aussi qui leur permettent de payer moins cher les denrées alimentaires, sachant qu'ils vivent avec vraiment très très peu de moyens. Et aussi tout simplement pour pouvoir s'ajuster les uns les autres, avoir dans leur communauté des traducteurs non pas seulement linguistiques mais aussi culturels, pour comprendre les attendus de la société états-unienne. Et ce travail donne beaucoup à réfléchir sur peut-être ce qui une difficulté en France, ou à l'inverse, pour accélérer l'intégration dans le tissu social français, on s'efforce d'éclater les communautés pour que on n'ait pas un groupe de locuteurs d'une même langue, par exemple, dans un même centre d'accueil de demandeurs d'asile, et favoriser l'acquisition rapide du français par la proximité de personnes qui sont d'autres origines et avec lesquelles la langue commune deviendra le français. Il y a eu un peu des évolutions sur le terrain, des évolutions pas forcément dites, plutôt parfois bricolées, comme je l'ai expliqué, notamment au moment de l'évacuation de la jungle de Calais, où on s'est rendu compte que finalement, s'il s'agissait de convaincre rapidement les personnes de quitter le bidonville pour aller dans des centres d'accueil et d'orientation, il fallait passer par des personnes de confiance au sein des groupes, et donc reconnaître d'une manière ou d'une autre la communauté. Et ce qui n'a pas été un frein à l'intégration des groupes, au contraire, ça permet d'avoir un tissu de confiance. Et je pense que la difficulté, c'est qu'en France, avec ce discours autour du communautarisme, la crainte de ce qu'on appelle maintenant le séparatisme, la réflexion sur les modalités complexes par lesquelles des groupes sociaux vont s'adapter à un environnement différent, elle est en quelque sorte bloquée. Donc le détour par les travaux anglo-saxons est de ce fait extrêmement intéressant. L'autre question sur comment nos politiques tiennent compte ou pas de celles des autres pays d'accueil. Je ne sais pas si ça fait référence aux pays voisins. Alors en France, il y a de fait des politiques qui vont tenter d'éviter ce qu'on appelle, ce que des responsables politiques appellent l'appel d'air, en justifiant des mauvaises conditions d'accueil par le risque que, si elles étaient trop bonnes en France, ça attirerait trop des réfugiés qui autrement se seraient installés dans les pays voisins en Europe. Donc oui, il y a ce questionnement-là qui est aussi lié au fait que les circulations entre pays européens sont plutôt aisées, du fait de... Alors là, je parle avant la crise sanitaire, mais du fait des accords de Schengen et de la facilité à passer les frontières, qui a causé auprès des responsables politiques une inquiétude sur ce qu'ils ont appelé le asylum shopping, c'est-à-dire la comparaison et le choix, en fait, par les personnes migrantes en demande d'asile du régime d'asile qui leur serait le plus favorable. Ces stratégies de migration, elles sont une réalité, elles se comprennent tout à fait, elles s'observent aussi dans les migrations depuis la France vers d'autres pays, que ce soit pour le travail, donc en fonction des conditions d'accès au marché du travail, des conditions d'accès à un titre de séjour, de protection sociale également. Donc c'est un phénomène qui est tout à fait normal dans les migrations, mais les mouvements migratoires ne se limitent pas à ce phénomène-là, et c'est surtout une crainte qui justifie des mesures de répression et surtout de restriction de l'accès aux droits sociaux. Ah si, c'est bon. Je vous propose de clore là la conférence de Yasmine. Yasmine, un grand merci pour votre présence et pour l'intérêt et la clarté de tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. On vous donne donc rendez-vous le 25 février prochain à 14h pour la conférence sur le genre qui sera donnée par Christine Détré,
Un grand merci à tous et à dans 15 jours. Yasmine, merci. Merci.